sais plus exactement. Si je te disais Guy Lafleur. Guy Lafleur? Oh ben non. OK. Aurel Joliat. Quoi? Tu connais pas Aurel Joliat? Non. Oh. Ben, ça me surprend que tu connaisses pas Aurel Joliat. Pourquoi je devrais le connaître? Parce que tout vrai amateur de hockey se doit de connaître Aurel Joliat. Aurel, c'est un peu le symbole du club de hockey canadien. Les Canadiens de Montréal? Hey, 75 ans d'histoire et quelle histoire. Tu sais combien de fois ils ont gagné le championnat? Non. 31 fois. 22 coupes cette année. 22? Ouais. Ils ont réuni près de 50 millions de spectateurs au Forum. Wow. Ouais. 500 joueurs. Pour une partie? Eh non, en 3/4 de siècle. Nous, on est 14 dans notre équipe. Et rien que moi, j'ai 17 buts en 23 Oh, parties. 17 buts. Les Canadiens, eux, ils en ont marqué 12 000. Je pourrais presque tous les raconter. Et même que je pourrais te présenter ceux qui les ont marqués, si ça t'intéresse. Ah bon? Ils sont là? Non, mon garçon. Les Canadiens, ils sont là. Ils sont là. Oh, tu sais, il y en a qui disent que le sport, c'est l'opium du peuple, mais bienvenue chez nous. Ah, ça, c'est mon temple. C'est mon temple de la renommée du hockey. Attends un petit peu, là. Assieds-toi là. Puis là, ouvre bien grand tes yeux et ouvre bien grandes tes oreilles. OK? OK. C'est un jeu d'enfant. On s'amuse à jouer quand on est jeune, puis on continue en étant adulte. Mais je pense qu'on ne vieillit pas. On joue pour gagner. Moi, du moins. On n'avait pas d'équipement, mais on prenait la presse ou le Montreal Star, l'épaisse presse du samedi, comme Jean-Pierre. Et comme Rondelle, ben, il fallait se chercher quelque chose. Et pour parler joual, on se servait même d'une crotte de cheval gelée et d'un bâton bien rudimentaire pour manier la rondelle. J'ai passé mon enfance au bout de la ville. C'est tout juste si le tramway allait jusque-là. Et on jouait n'importe où à ce moment-là. Fallait se débrouiller, mais se retrouver un jour au sommet, dans la Ligue nationale, voir des villes étrangères comme New York, Chicago, Boston, Détroit, même pour certains être un héros, que voulez-vous de plus pour un jeune des bas quartiers de Montréal? Non, je dirais que le hockey est un jeu extrêmement difficile, parce qu'il faut avant tout considérer que ça se joue sur la glace, avec des patins. Autrement dit, pour jouer au hockey, en particulier dans la Ligue nationale, il faut d'abord être un excellent patineur, et tout en étant sur la glace, je le répète, être en mesure d'effectuer des passes, de tirer au but, de faire mille et une choses. Non, non, c'est très difficile d'être joueur de hockey. Mais être joueur de hockey professionnel, c'est pas une profession, une vraie profession. C'est une profession dans sa manière seulement, qui n'est pas une grande profession, après tout. C'est une affaire bien simple. Bien simple, monsieur. Aujourd'hui, ils font des Olympiques. Ben, c'est seulement une partie de la vie. Ben, c'est eux, avec bien d'autres, bien entendu, qui ont bâti la dynastie du Canadien. Est-ce qu'il y avait la soirée du hockey dans ce temps-là? Non, il n'y avait pas de télévision dans ce temps-là, mais il y avait de la radio. Il y avait de la radio. Avec des gens comme Roland Baudry, Michel Normandin. Lancé. Attends un peu, là. Il se faufile et Maurice lance et compte. Hockey a débuté à Montréal en 1875, alors que des étudiants
de l'Université McGill et de plusieurs de nos collèges allaient patiner sur les bords glacés du fleuve Saint-Laurent. Mais le hockey organisé a réellement débuté en 1900. Et puis, ensuite est arrivé 1913. 1909. Pardon, 1910. 1909. Alors qu'un nommé Ambrose O'Brien, qui a décidé que ce serait bon d'avoir à Montréal un club professionnel. Seulement qu'avec des joueurs canadiens-français. Parce que un tel club, ça ferait de l'argent. Et Ambrose O'Brien a fondé le club de hockey canadien en 1910. C'est réellement vers les années 1922-23 que Léo Dandurand a commencé à former ce que j'appelle, moi, l'équipe probablement la plus formidable de tous les temps. On appelait alors le club canadien les Habitants, le bleu, blanc, rouge, le tricolore. Le nom officiel, c'est le Club de hockey canadien. Le CH sur l'uniforme que je porte ici signifie Club de hockey canadien également, et jamais autre chose. Mais les journalistes américains arrivaient ici, puis ils nous considéraient comme des paysans, si vous voulez, parce qu'on leur avait dit ça. Les Frenchmen, les Canadiens français sont de braves paysans. Montréal était beaucoup plus petit. Il faut penser à ça, que c'était pas la même chose du tout. Alors, le mot « Habs », employé surtout par les journalistes anglais et les journalistes américains, est demeuré. Et on l'emploie encore de nos jours, mais beaucoup, beaucoup moins. C'est le club de hockey canadien. Et ça suffit. Eh oui, mon François. Le club de hockey canadien. Ah, le Canadien, c'est comme du bon pain de ménage. C'est comme du vin. Il y en a du bon, puis il y en a d'extraordinaire. Mais quelle que soit la boisson, il y a des ingrédients, puis il y a des hommes pour la fabriquer. Aurel Joliat, Howie Morans, George Ainsworth. Le club canadien a toujours su recruter les meilleurs joueurs. Aussi, il a su s'adapter à tous les styles de jeu, à tous les règlements, afin que le hockey reste chez nous, dans la province de Québec et au Canada, une grande institution, je dirais même une religion. Et c'était une religion parce que on dévorait le hockey dans les journaux, on l'écoutait religieusement à la radio, et aujourd'hui, on les regarde fièrement à la télévision. Ce n'est que par imitation de nos idoles que je pense que le hockey a pu se développer au Québec et au Canada. Chez les avants, on a vu auparavant que Morans et Joliat, qui étaient de rapides patineurs, ont probablement fait modifier des règlements, l'addition de la ligne rouge, pour pouvoir ralentir le jeu. Pour moi, Aurel Joliat a été un des premiers grands piliers du club de hockey canadien, avec son fameux coéquipier, Howie Morans. Howie, qui a été l'âme du Canadien, qui a aidé peut-être plus qu'un autre dans cette période-là, à créer la tradition de ce qu'on appelait aux États-Unis surtout les Flying Frenchmen. Ou les Français volants. Et Morans était un joueur... je l'ai vu jouer seulement quelques fois, moi, mais enfin, il me semble que je l'ai très bien connu parce qu'on m'en a tellement parlé. Un type m'a dit, t'as joué longtemps avec Morans, toi? Je m'en rappelle pas, moi. Ben, il dit, es-tu fou? Vous étiez sur la même ligne, hein? Pas vrai, t'as joué avec Morans? Oui, j'ai joué, mais jamais avec lui. J'étais toujours en avant de lui ou en arrière. On était jamais en droite ligne égale sur la glace. Tu ne pouvais pas le suivre. Ben, tu l'as vu, c'est vrai. Ouais. Quand il est parti à patiner, c'était un éclair sur la glace. Personne ne pouvait le suivre, hein? Il me dit qu'il ne voyait pas Morans
mais à sa manière, il était pratiquement aussi rapide que Morenz. Harel pesait 136 livres. Il n'a jamais pesé une once de plus que 136 livres. Il a livré un peu plus de 800 mètres. Je crois que c'est 812 matchs. Dans la Ligue nationale, il n'y en a jamais manqué un. Il ne s'est jamais absenté, soit pour la maladie, soit pour une blessure, soit pour toute autre chose. Il a toujours été au poste. Et c'était un batailleur. Il ne reculait devant personne. Et il me semble de le voir encore. Il portait une petite casquette noire de baseball. Et je pense que tu n'aimais pas ça, hein, quand on enlevait ta casquette. Non, non. Après ça, j'avais froid à la tête. J'ai jamais eu de brain, vous savez, le cerveau. C'est pour ça. Il m'a demandé pourquoi je portais la petite casquette. Ça me réchauffait le cerveau un peu. Et quand Et je pouvais fonctionner un peu mieux dans ce temps-là. Et puis, mais quand ils t'ont enlevé ta casquette, qu'est-ce que tu as fait? Ben, puis Smith, il est plus revenu au jeu. On n'a pas vu la partie après ça. Je crois que c'est là que, avec Morenz et Joliat, qu'est sortie cette fierté de jouer pour le club de hockey canadien. Et j'ai recueilli 7 qualités essentielles pour devenir joueur parfait. Ces qualités sont vitesse sur patin, lancer précis, savoir manier le bâton, l'endurance, l'art de recevoir et de donner une passe, l'instinct naturel de faire le jeu au bon moment, et enfin l'esprit combatif. Les joueurs ne possèdent pas toutes ces qualités. Il y a 3 joueurs que j'ai tellement bien connus. J'ai suivi les carrières, j'ai vécu les carrières de Maurice Richard, de Jean Béliveau et de Guy Lafleur. Et lorsqu'on me demande ce que je pense vraiment d'eux, c'est facile. Tout ce que j'ai à répondre, c'est que pour moi, le Rocket, Maurice, c'était le Michel-Ange du hockey. Jean Béliveau, l'artiste, c'était le Da Vinci du hockey. Et Guy Lafleur, l'incomparable à sa façon, c'était le Raphaël du hockey. Ah, le numéro 9. Une légende! T'aurais dû voir ça quand il a marqué son 500e but. J'ai cru que le forum allait s'écrouler. Oui, le plus beau joueur que nous pourrions comparer à Babe Ruth, c'est sans aucun doute Maurice. Le Rocket, c'était un frappeur de coups de circuit. Il réussissait à marquer des buts juste au moment voulu. Et je n'hésite pas à dire que c'était le joueur le plus électrisant que j'ai jamais vu. Maurice jouait avec un très grand sérieux. C'était un athlète qui avait la vocation du hockey. Pour moi, le Rocket a été le joueur le plus explosif de la Ligue. Il avait une touche magique. Maurice, c'était un joueur spécial. Plus il approchait des buts, plus il voulait marquer. Les yeux s'allumaient à mesure qu'il avançait vers le gardien de but. Et normalement, un joueur ralentit quand il arrive devant le gardien parce que le but est prêt, la bande est prête. S'il manque son coup, il rentre dans la bande. Mais Maurice, plus il avançait, plus il allait vite. Et aussitôt qu'il lançait, contournait derrière le filet sans perdre son équilibre. Et par contre, si on arrêtait Maurice dans les entraînements, c'est quelqu'un qui se fâchait. Il voulait marquer autant dans les entraînements qu'il marquait dans les parties. Il se dévouait corps et âme, Maurice. Et lorsqu'il lui arrivait de perdre, et je précise que ça ne lui est pas arrivé très souvent d'ailleurs, mais quand ça lui arrivait, je peux vous dire qu'on se tenait prudemment à l'écart. C'était un fier combattant. Je me souviens de la fois où, ici même, il avait été expulsé de la patinoire. Je l'ai vu se ruer dans le couloir et défoncer la porte du vestiaire. J'ai vu Maurice ici sur la patinoire, dans la vieille bâtisse, le vieux forum, à maintes reprises, l'après-midi, avec une seule ampoule électrique au plafond. Il faisait pratiquement noir. Et Maurice patinait pendant 1 heure, 1 heure et demie, avec son bébé, le plus jeune de la maison, sur les épaules. Un bébé d'une couple d'années, pas plus. Et c'est pour ça qu'il avait des jambes de fer, naturellement. C'est un joueur très fort.
qui avait le don de soulever non seulement la foule, mais il soulevait l'équipe avec lui. Avant l'arrivée de Maurice, le stadium de Chicago, par exemple, le Madison Square Garden, Boston, c'était vide. Mais le Canadien, avec sa puissante équipe, a attiré des foules extraordinaires à l'extérieur. C'est Maurice Richard, le Canadien, qui a sauvé la Ligue nationale d'un marasme financier. C'est le type aussi qui, inconsciemment, instinctivement, a amené des techniques de hockey qui ont été imitées par la suite, comme par exemple le changement de vitesse. On disait qu'il était le joueur le plus rapide de la ligne bleue au but. Il était puissant. Maurice, qui est mon joueur favori à moi, je m'en cache pas, les gens le savent. Il n'y en aura jamais d'autre pour moi. Bien, comme vous savez tous, Toblek était pour moi mon joueur favori dans la Ligue nationale dans ce temps-là. Et c'est avec lui que j'ai évolué pendant 6 ans, et avec Armolac. Et je pense que à tous les records que j'ai brisés, tous les buts que j'ai comptés, ces 2 joueurs-là m'ont aidé beaucoup. Et je pense que sans leur aide, il n'y aurait pas eu un début de carrière avec le Canadien comme celle que j'ai eue. Lance et compte! Maurice, humble comme tous les véritables grands. Si je comprends bien, il n'y a eu que des vedettes dans le Canadien. Non. Tiens, c'est comme une boîte de biscuits assortie. Il y en a que t'aimes plus ou moins, mais c'est une question de goût, d'accord? Oh, je crois que ça a été prouvé dans le passé, en de nombreuses occasions, que ce qu'on peut appeler souvent les joueurs un peu moins connus, les marginaux souvent, comme ils sont qualifiés, ont joué un rôle extrêmement important. Le jeu de hockey est connu de tous, c'est un sport collectif. Et dans de nombreuses séries de la Coupe Stanley, ces joueurs ont apporté un effort considérable dans les succès. Il est bon d'avoir au sein d'un groupe des leaders naturels, mais si vous n'entourez pas ces leaders pour les supporter, eh bien, il serait assez difficile de connaître des succès. Je pense à certaines séries, à des gars comme Marcel Bonnet, des gars comme Dallas Saint-Laurent, Donnie Marshall, Phil Goyette, Provo, qui ne se rappelle pas de Provo, et la façon dont il couvrait Bob Hall à Chicago, et combien d'autres. Jean, que tout le monde connaît encore présentement, puisqu'il est à peu près partout et se donne à peu près toutes les causes, a été, à mon avis, le plus beau joueur que j'ai vu à l'œuvre, le plus scientifique, le plus élégant, celui qui savait jouer au hockey, comme le hockey doit être joué. Et ça, c'est un don, et il l'avait, lui. Par-dessus tout ça, c'est un gentilhomme de toute première espèce, alors on ne peut pas demander mieux. Jean Béliveau, bien sûr. On lui a donné le surnom mérité de Monsieur Hockey. C'est l'héritier direct d'un Butch Bouchard, par exemple, le grand personnage qui a connu une carrière exemplaire. Jean, on ne trouve pas les mots quand on parle de lui. Aussi merveilleux sur la glace que gentilhomme dans la vie. Nous nous sommes intéressés à Guy Lafleur parce que nous avons pressenti qu'il deviendrait un très grand joueur. Grâce à son adresse, à son art de la passe et surtout à son agilité incroyable sur la glace. Nous l'avons donc engagé et nous n'avons pas regretté d'avoir pris cette décision. Guy Lafleur était un modèle pour moi quand j'avais 14 ou 15 ans environ. Faut vous expliquer que Lafleur, à cette époque-là, égalait ou battait je ne sais combien de records. Son équipe accumulait les Coupes Stanley et je prenais plus de plaisir à le voir jouer que tout autre joueur. Il y avait en lui une sorte de charisme. C'était le joueur le plus excitant qu'on pouvait imaginer. Il y avait un promoteur à New York du nom de Tex Rickard qui était peut-être le plus grand des promoteurs qui a vécu, même jusqu'à nos jours. Et Rickard avait toutes sortes de trucs dans son sac. Je me souviens que les premières visites du Canadien, surtout, il faisait stationner des ambulances autour du Madison Square Garden pour ajouter du spectaculaire à son affaire. Et les Américains qui gobaient ça remplissait la patinoire. On n'avait pas d'espace, on refusait du monde. Le club de hockey canadien est admiré
Et je ne vous apprendrai rien en disant que quand on veut faire une carrière dans ce métier, on aimerait bien faire partie de l'organisation du Canadien. C'est sans conteste l'équipe numéro 1 qui a le plus de Coupes Stanley à son actif et qui a le plus marqué la Ligue nationale. Tout joueur de hockey rêve plus ou moins de faire partie de cette équipe. Anton Stachny a sauvé. Et le but marqué par Peter Stachny. Il a eu qu'à faire dévier la rondelle par-dessus le gardien. La réputation du Canadien était grande en Tchécoslovaquie. Les Canadiens de Montréal, c'était une sorte de légende avec ses Béliveau, les frères Richard et ensuite Guy Lafleur. Des joueurs si populaires que les gens de mon pays ne parlaient que d'eux. Même ceux qui n'étaient pas des vedettes à Montréal étaient plus célèbres que certains joueurs d'ici, du Canada. De très bons joueurs pourtant. Ils étaient populaires dans toute l'Europe. Il devrait y avoir un prix Nobel du hockey, pas seulement pour les joueurs, mais pour les innovateurs, les créateurs, comme en physique puis en économie. On pense au fameux jeu de puissance du Canadien qui a forcé les équipes de la Ligue nationale à modifier un règlement. C'est-à-dire qu'aussitôt qu'une pénalité, qu'un but était compté, la pénalité était terminée, parce que le jeu de puissance du Canadien était trop fort pour les autres équipes. Sur le même jeu de puissance, on pouvait compter 2-3 buts. Il y a eu également, dans la tactique, la stratégie du Canadien, des jeux qui ont été imités à travers le monde. Dans le temps de Toblek, on sortait la rondelle sous forme de triangle. Près des filets, on passait, on coupait et on remettait la rondelle. Un peu plus tard, du temps de Bowman, on l'a sorti en forme de L, le long de la bande. C'est-à-dire qu'on passait à quelqu'un dans le coin de la patinoire, lui il relayait à un autre qui était près de la bande. Et beaucoup d'équipes, présentement, imitent ce style-là. À Curry, qui lance. Le retour à Leclerc, qui compte. Canadien de Montréal, prix Nobel d'invention. Il faut dire qu'on soignait à la fois l'attaque et la défense. Émile, voici une situation. Une ligne d'attaque fonce droit de front. Que feront les deux joueurs de défense pour briser cet élan? Dans une telle situation, les joueurs de défense reculent de manière à réduire les angles des adversaires et de diminuer la vitesse de leur élan. Tout ceci pour permettre à nos ailiers de revenir à temps, nous prêter main forte. Nous espérons toujours que le rocket ou le boom-boom s'emparera de la rondelle pour donner la réplique. Très bien, Émile. Here's a tremendous opportunity for Canadiens as Dickie Moore passes to Gay Stewart. But Stewart... Il faut dire qu'en défense, il y avait Butch Bouchard. Il y avait aussi mon idole de l'époque, Doug Harvey, qui faisait tout pour vous aider lorsque vous arriviez. Doug s'efforçait toujours de donner des conseils aux jeunes. Il leur expliquait ce qu'il fallait faire, comment se comporter sur la glace. Nous démontre pourquoi il a été choisi sur l'équipe d'étoiles. Doug Harvey, à mon sens, à moi, le plus grand de tous les joueurs de défense, supérieur à Bobby Orr même. Tout le monde n'est pas de mon avis, mais moi, Doug Harvey, c'est le joueur de défense. Assistons à une pratique du club canadien au parc Jeanne-Mance en 1925. Voici Georges Vézina dans les filets. Le plus fameux des gardiens de but devait mourir quelques mois plus tard. Canadien de Montréal, prix d'excellence pour les gardiens de but. Parce que vraiment, dans l'ordre, les trois meilleurs gardiens de but, ça a été Jacques Plante, Terry Sawchuk, Bill Durnan. Tu vois ce que je te disais? C'est une question de goût. Parce qu'il y en a eu d'autres grands, comme Jerry McNeil, Charlie Hodge, Lon Wormsley. Mais je t'avoue que moi aussi, j'ai un petit faible pour Jacques Plante. Et après moi, un autre grand gardien de but est arrivé dans l'organisation du Canadien, c'est Ken Dryden, qui vient d'être élu au centre de la renommée. C'est un gardien de but qui est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Après avoir joué 5 matchs réguliers avec le Canadien à la fin de la saison, il a permis aux Canadiens de remporter la Coupe Stanley cette même année-là. Il a été choisi le meilleur joueur des séries. Par après, durant la période qu'il demeurait avec le Canadien, je crois qu'il a remporté 6 fois le Trophée Vézina, a laissé le Canadien, est revenu, et depuis son départ, le Canadien a eu des problèmes à le remplacer. Plante, le perfectionniste, le type qui passait des heures
essayer de savoir pourquoi il avait laissé entrer un but dans un espace d'environ un demi-pouce, peut-être. Et Plante a été imité à travers la Ligue nationale, à travers le hockey amateur et à travers le monde. Je me souviens que chez les Russes, je suis allé en Russie en 1965-66, on m'avait demandé à ce moment-là d'apporter des films de la Coupe Stanley pour étudier la technique des joueurs du Canadien, en particulier celle de Plante. Et je me souviens également qu'on m'avait dit que Plante ferait une clinique en Suède et qu'un jeune gardien de but du nom de Tretiak assisterait à la clinique avec le père du hockey soviétique, Anatoly Tarasov, ce qu'il a fait durant une semaine en Suède pour apprendre du maître à penser chez les gardiens de but. Comme j'étais gardien de but à la crosse et receveur au baseball où je portais un masque, je me suis dit pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas porter un hockey? Alors, en 59, un employé qui travaillait pour une compagnie de filtre de verre m'a dit « Écoute, Jacques, je peux te faire un masque moulé au visage qui te permettra de voir assez bien pour jouer et qui te donnera une bonne protection. » Alors, à l'automne de 59, j'ai porté ce masque et dans les matchs d'entraînement également. Mais lorsque la saison a commencé, Tobley, qui était notre entraîneur, m'a dit « Écoute, Jacques, je suis bien d'accord pour que tu te protèges durant les matchs amicaux, durant les entraînements, mais dans les matchs réguliers, si tu portes un masque, tu vas être trop détendu, tu n'auras pas peur de te faire tuer, puis tu vas mal jouer. » Alors, j'ai commencé la saison sans porter mon masque. Et le 1er novembre 59, un lancer d'un débarquette m'a arraché le nez complètement. Et dans ce temps-là, on avait seulement un gardien de but. Et après m'être fait coudre, 20 minutes après, je reviens dans la chambre des joueurs. Tobley me regarde et il dit « Jacques, est-ce que tu peux aller? » Je dis « Oui, mais si tu me laisses porter le masque. » Alors, j'ai commencé à porter le masque et de là, on l'a amélioré jusqu'à ce que vous voyez aujourd'hui. Et même les jeunes, les attaquants au niveau mineur portent un masque. Alors, c'était quelque chose qui s'imposait, surtout aujourd'hui avec les lancers frappés. Le Canadien a marqué aussi le jeu de hockey chez les amateurs et je dirais à travers le monde par son mouvement perpétuel. On a parlé beaucoup des Russes qui sont constamment en mouvement sur une patinoire, mais on oublie que les joueurs du Canadien, par le style de patinage qu'ils avaient, ne restaient pas dans des corridors sur une patinoire, bougeaient constamment, en croisée, ce qui a fait que les joueurs du Canadien n'arrêtaient pas sur une patinoire. Maurice Richard, Béliveau, Henri Richard, avec des styles de hockey différents, se laissaient glisser, étaient toujours à 50 % en vitesse sur une patinoire, si bien que lorsqu'ils accéléraient, ils étaient plus rapides pour parvenir à la rondelle. Les Russes, présentement, nous ont imités là-dessus, nous ont peut-être même dépassés. On ne peut en aucun cas comparer le jeu enrégimenté appliqué actuellement en Russie au système de jeu 21 joueurs appliqué ici. Quand je parle d'ici, je parle également des États-Unis d'Amérique. Je tiens à vous assurer que la Ligue nationale de hockey est la plus grande ligue du monde parce qu'il s'agit d'une association vraiment majeure dans le hockey. Il y a des équipes vraiment extraordinaires parmi la Ligue nationale de hockey. Vous trouvez des joueurs extraordinaires dans chaque équipe qui évolue au sein de la Ligue. Nous jouissons d'un système de jeu que j'appellerais un système compétitif et où chacun peut s'exprimer et pas uniquement une bonne équipe faite pour représenter son pays. Bien sûr, le sport. Le sport, non seulement pour moi, mais pour tous les vrais éducateurs, le sport, c'est une véritable école de vie. Moi, je peux vous dire que ça fait 32 ans que je suis au centre de l'Immaculée. Nous avons eu plein d'équipes de baseball, de hockey, de tout. Mais pour des jeunes, là, des fois, il y a certains jeunes, vous savez, à l'école, qui ne sont pas tellement forts en classe. Ils arrivent à 10, 12, 13, 14 ans. Ils sont en train de développer une espèce de complexe d'infériorité. Bon. Mais voici qui joue au hockey, ces petits gars-là. Ils ont commencé à jouer au hockey à l'âge de 4, 5, 6 ans, 8 ans, 9 ans. Le petit gars devient le meilleur compteur. C'est un excellent gardien de but. Ou bien au baseball, le Parc La Fontaine, c'est le meilleur premier but, c'est le meilleur frappeur, le meilleur lanceur. Alors, ça le revalorise. N'oubliez pas d'enlever vos... Je crois beaucoup à la relève.
Et puis dans quelques années, je pense bien, le club de hockey va vraiment être non seulement un attrait pour les jeunes de chez nous, mais un stimulant. Mais les bonnes années, là, pour moi, là, et puis pour le centre, et puis ça a été les années, par exemple, 52, 53, 54, 55, 56, au moment où Maurice Richard jouait, Jean Béliveau, Boum Boum Geoffrion, à tel point, Henri Richard, à tel point qu'à chaque année, pour l'ouverture de notre carnaval d'hiver, on invitait tous les petits gars. Il fallait, mettons, que si Henri Richard venait, il fallait que tous les petits gars qui voulaient le voir au centre arrivaient avec le numéro 16 écrit dans le dos. On a ça sur des photos, ou bien le 5, c'était Geoffrion, ou bien le 4, c'était Jean Béliveau, le 9, Richard. Ça a été vraiment une passion. C'était délirant de les voir. L'influence du Canadien sur la technique du hockey, c'est qu'entre 1900 et 1970, malheureusement, les gouvernements n'ont pas épaulé les amateurs de hockey pour développer notre sport national. Et le Canadien de Montréal et les Maple Leafs de Toronto, mais surtout le Canadien de Montréal, s'est substitué au gouvernement par son image, en permettant aux jeunes, et parfois aux moins jeunes, d'apprendre les rudiments du hockey. Le Club de hockey canadien a toujours été conscient de son rôle dans la communauté. Je pense que tous les membres de l'organisation sont complètement d'accord que le Canadien doit poursuivre ce qu'il a toujours représenté aux yeux non seulement du public ou de ses amateurs et supporters, mais du public en général. La force du club canadien est due à 3 facteurs bien importants. Premièrement, ses partisans et le public. Deuxièmement, ses joueurs qui ont toujours donné leur meilleur rendement. Et troisièmement, son organisation. Moi, je peux le dire, que je jouais pour les 3 mousquetaires qui s'appelaient. Joe Cata, Léo Dandurand et Louis Le Tourneau. Ils appelaient les 3 mousquetaires, hein? Les propriétaires du club de hockey canadien. Je les ai vus, moi, les propriétaires, tous les 3 assis sur la bande, puis jouer une partie aussi dure que nous autres, les joueurs. Après la partie, rentrer dans la chambre, j'ai conté l'histoire en m'emmenant ici, hein. Se déshabiller, ces 3 hommes-là, puis aller prendre leur douche, pareil comme nous autres. Est-ce que c'était des propriétaires, ça? C'était des joueurs, des propriétaires, des gars qui payaient l'argent, nos salaires, et puis tout. Est-ce que j'ai jamais vu ça dans aucun club de la Ligue nationale? Ils donnaient réellement une idée... Ils mettaient leur âme. Ouais, une idée d'esprit d'équipe. J'estime qu'il est indispensable que toute l'organisation d'un club ait la même motivation. Qu'elle ait non seulement la volonté de vaincre, mais soit aussi consciente qu'elle véhicule une petite part de notre héritage. Les Canadiens ont toujours eu la bonne fortune d'avoir au moins 1 ou 2 super joueurs parmi eux, auxquels les fervents du hockey, à travers notre pays, notre ville et notre province, se sont identifiés un peu. Il est certain qu'à Montréal, il y a eu vraiment la crème des joueurs qui ont remporté je ne sais combien de trophées, mais j'avoue que même les grandes vedettes semblent constamment se fondre dans l'équipe pour former un bloc inaltérable. Disons que pour moi, c'est un monde en soi, un reflet de tout le Canada. Ce phénomène est particulièrement remarquable, car l'équipe était composée de joueurs venus de presque tous les coins du pays, pour ne pas dire du monde. Certains joueurs parlaient anglais, d'autres parlaient français. Il y avait même des gars de l'Ouest, comme on se plaît à les appeler, ou de l'Ontario, ou des provinces maritimes. Mais une fois dans le vestiaire, c'était vraiment l'image du Canada tel que nous le concevons. Les fonctions d'un entraîneur sont multiples. Il règle les activités sur la glace, il dirige les entraînements. C'est toujours lui qui intervient quand la situation est délicate. Il travaille avant, pendant et après. Toblake, c'était le genre de joueur, d'entraîneur qui, lorsque nous remportions une partie, ne se montrait pas, mais qui s'arrangeait pour être devant chaque fois que l'on jouait mal, toujours prêt à se battre pour soutenir l'équipe entière. J'ai côtoyé des dizaines d'entraîneurs-chefs au cours des 40 dernières années.
dans mon livre Toe Blake, ça a été le plus extraordinaire. C'était un gars qui voulait tellement gagner. Tu sais, il y en a qui s'imaginaient à l'époque qu'on exagérait lorsqu'on disait que Toe Blake faisait des scènes furieuses, même si son club gagnait 2-1. Il n'y avait pas d'exagération. Parce que, advenant le cas, supposons, la marque était 2-0 avec 1 minute à jouer. Puis le Canadien jouait le lendemain. Puis si le Canadien se faisait déjouer avec 1 minute à faire, le Toe Blake rentrait dans le vestiaire, pas avec le sourire aux lèvres. Il était furieux parce qu'on avait accordé le but. Parce que lui, il pensait au match du lendemain. Ça fait qu'il ne voulait pas que les gars se reposent sur leur laurier. L'aliment des joueurs, $2. 2 $? Oui. Il y avait 18 ou 19 000 fervents du hockey avec leur caste de supporters. Une foule à 98% francophone des Canadiens français avec leur amour du jeu, mais aussi leur sentimentalisme. Et Maurice Richard leur en offrait toujours pour leur argent. Mais il y avait aussi beaucoup d'anglophones, aussi enthousiastes que les francophones, de véritables fanatiques des Canadiens de Montréal. Mais n'oublions pas les autres groupes ethniques, italiens, grecs, suisses, qui très rapidement éprouvaient de l'amour pour un sport qui se rapprochait en bien des pointes de leur soccer. C'était la tour de Babel plutôt que le temple du hockey. Oui, il fait 40 ans qu'il y a un forum. Pas d'aujourd'hui. Un chauffeur. Hein? Même, tu perds. Il n'y a pas d'affaire quand le club. Bien, le public du forum, d'après moi, c'est un public comme on n'en voit pas nulle part ailleurs. Le peuple canadien-français ou de la province de Québec a toujours aimé le hockey. Ce sont des supporters du hockey. Ils ont pratiqué ça eux-mêmes. Et quand ils viennent au forum voir évoluer le Canadien ou aujourd'hui les Nordiques, bien, ces gens-là savent les erreurs, ils savent quel joueur a joué une bonne partie. Et c'est pour ça que j'ai toujours apprécié le public québécois de nous avoir encouragés parce que, en réalité, celui qui joue à Montréal est obligé de donner au moins 100-110% pour faire plaisir au peuple canadien-français. Et c'est ça que j'ai fait. J'ai essayé de faire toujours pendant bien des années. Parlons peu, mais parlons net. À mon avis, l'équipe des Canadiens de Montréal avait une cote supérieure à celle de l'Église. Et l'immortel Maurice Richard avait une plus grande cote d'amour que sa sainteté le pape. Mais parallèlement, l'arbitre Red Story arrivait un tout petit peu après Lucifer. En me levant au matin du 17 mars 1955, j'ai entendu un présentateur de radio dire entre deux disques: en ce 17 mars, assisterons-nous à la fête des Irlandais ou à l'explosion du Forum de Montréal? J'ai senti qu'il allait se passer quelque chose ce soir-là. Il y avait de l'électricité dans l'air, ça se préparait comme un orage. Et comme il se doit, la partie a été interrompue à la fin de la première période quand quelqu'un, je ne sais pas qui, a lancé une bombe lacrymogène. Fort heureusement, personne n'est tombé par terre alors que c'était la ruée vers les issues à cause des gaz. Alors, si des gens étaient tombés, il y aurait eu de nombreuses victimes. Ce fut une terrible soirée malgré tout. Et on m'a dit après que si les fervents du hockey avaient su que c'était moi qui devais être l'arbitre, ils m'auraient empêché de sortir de la maison pour la bonne raison que leur objectif principal, c'était de bloquer la partie à cause du fameux Rocket. Bien entendu, la réaction de la foule, j'ai été surpris moi-même parce qu'il n'y avait jamais eu d'émeutes dans la ville de Montréal et je pensais jamais que les jeunes Canadiens français étaient sur mon côté à moi, qui aimaient Maurice Richard, bien entendu, parce qu'il avait été suspendu pour les 3 dernières parties de la saison et tous les parties de la Coupe Stanley. Et j'ai toujours dit que le président Campbell ou la direction de la Ligue ou les propriétaires ont peut-être exagéré en me suspendant pour les parties de la Coupe Stanley. Car je crois qu'un incident qui arrive durant la saison, il devrait me suspendre pour les parties durant la saison. Et c'est pour ça que j'en ai toujours voulu un peu à M. Campbell. Mais c'est une chose oubliée maintenant. Je pense bien que j'ai eu une leçon que j'ai bien acceptée. Et j'espère que ça n'arrivera pas encore une autre fois ici au Forum de Montréal. Montréal est devenue la capitale du hockey au Canada et en Amérique du Nord. À Montréal, tout le monde connaît ça sur le bout des doigts, et peut-être trop bien parce que les gens savent lesquels jouent moins bien. C'est pour ça que ça oblige les joueurs à se surpasser, à prendre certains risques quelquefois, parce qu'en se promenant le lendemain dans les rues ou quand vous faites vos commissions, vous croisez des supporters qui vous reconnaissent.
Il vous parle de hockey, de la façon dont vous avez joué, bien ou mal. Et c'est ça qui pousse un joueur à en faire davantage, pour prouver sa valeur. C'est curieux ce qui se passe à Montréal. Le lendemain d'un match, vous n'avez pas besoin d'avoir vu la partie au forum. Vous n'avez pas besoin d'avoir écouté les nouvelles sportives ou d'avoir lu votre journal pour savoir rapidement et sans vous tromper comment les Canadiens ont joué. Non, il vous suffit de descendre la rue Sainte-Catherine et de regarder les visages de la plupart des personnes qui vont au bureau. Si vous les voyez, ils ont perdu, les Canadiens, mais s'ils se promènent, tout le monde a compris qu'ils ont gagné, car ici, on vit et on meurt d'après ce que les Canadiens ont réalisé sur cette glace. À tout événement, vous l'avez gagné, la Coupe Stanley, là, mon cher Maurice. Monsieur Selke était à Toronto dans les années 30 et il est venu à Montréal dans les années 40. Les parties étaient retransmises à ce moment-là à un niveau local. Je parle de CBM, CBC. Et Monsieur Selke a tout fait pour promouvoir les Canadiens à travers tout le pays. En 1954, il a bricolé un nouveau réseau radiophonique. Et au moment où la télévision s'est mise à traverser tout le pays, je m'en souviens plus très bien, mais ça s'est passé à peu près en 58, nous allions jusqu'à Winnipeg. Mais ce n'était pas fait pour décourager Monsieur Selke, toujours convaincu de l'importance de ces retransmissions. Il est allé voir Monsieur Smythe et lui a demandé d'alterner le samedi soir. C'est bien tombé pour les Canadiens parce qu'ils commençaient à se retrouver. Et selon moi, c'est la diffusion des matchs qui a contribué à accroître leur popularité d'un bout à l'autre du pays. Et il ne faudrait surtout pas oublier un fait. Les joueurs eux-mêmes veulent savoir si on télévise la partie. Il y en a qui viennent me voir en me demandant « Sommes-nous sur le réseau ce soir ?» Ce qui amène un joueur originaire de Saskatchewan ou de Colombie à se dire « Chouette, mes amis et mes parents vont voir ». C'est très important pour eux. Cet après-midi, nous rendons visite à Bernard Chatrion à l'hôpital. On sait que le fameux numéro 5 des Canadiens vient de subir une opération au coude. Mais comment appelles-tu au juste la blessure que tu as subie? Eh bien, Michel, j'ai entendu dire par la lettre, c'est une surbite, qui appelle ça. Une surbite? Oui. Ah bon. Bursite. Je suis pas médecin, moi non plus, tu sais, Bernard. Mais c'est sûrement pas la blessure la plus grave que tu as subie durant ta carrière au hockey, Bernard. Non, Michel. Je dis, je ne suis pas capable du tout de m'empêcher de rire parce que les mots de médecin, hein, alors, j'avais été à l'université. Et moi aussi. Sacré boum-boum. Je sais pas si en avion, ils s'amusent autant qu'on s'amusait dans le train. On se préparait des casse-croûtes. Ma femme mettait des tomates, du jambon entre deux tranches de pain, et voilà. Après la partie, on mangeait nos sandwichs. Oui, on n'avait pas les moyens de prendre l'avion, alors qu'aujourd'hui, ils ont les moyens de s'en offrir bien davantage que nous, hein. À cette époque, notre allocation voyage se montait à 3 $ par jour si on nous payait le steak, et à 6 si c'était nous qui le payions. Jacques Plante en économisait toujours un bout, lui. Oui, c'est vrai. Mais en fait, on s'amusait à peu de frais. Il y a beaucoup de gens qui se demandent « Ah, pourquoi il n'y a pas autant d'esprit de famille qu'à l'époque des Béliveau, Richard? » C'est facile à expliquer. C'est parce que, supposons, on se voit le samedi soir à Montréal. Le match prenait fin vers 10h30. À 11h30, on était dans le train. On se dirigeait vers Chicago. Et on devait aller dans le train pendant 20h. On jouait. Puis tout de suite après la partie, on était 23 heures dans le train pour revenir à Montréal. Alors, je dirais pas qu'il y avait de clics, mais il y avait des groupes. Il y en a qui jouaient au bridge. Il y en a qui jouaient au cœur. Moi, j'étais toujours impliqué dans les parties de cœur. Puis j'étais la victime préférée de Maurice Richard, Bush Bouchard, Toe Blake. Je pense qu'il me reste encore des bleus, parce que j'étais un mauvais joueur. On se tenait tous ensemble. On jouait aux cartes. Le règlement nous interdisait de jouer de l'argent, mais on se laissait aller quelquefois, hein. On jouait gros. 10 sous la partie ou 20 sous, 1 $. Et vraiment, nous formions une famille. Les joueurs se serraient les coudes. Ouais, une famille. Une famille unie, avec des chicanes. Ben, comme une vraie famille. Le Canadien, peut-être c'est encore plus que le hockey, le Canadien. C'est le Canadien. Puis, je le réalise encore aujourd'hui en allant dans n'importe quelle ville de la Ligue nationale, que ce soit New York, Pittsburgh ou Minnesota.
On voit venir la presse montréalaise, là, puis je suis persuadé qu'il y a du journalisme d'aussi bonne qualité dans toutes les autres villes. Mais on nous voit venir comme une sorte d'élite, une sorte de crème, parce que justement, on couvre le Canadien. C'est pour vous dire à quel point le Canadien demeure l'organisation. C'est une équipe, c'est une administration qui travaille dans le moment très fort pour assurer une relève, pour relever justement une équipe qui a connu une phase difficile au cours des dernières années. C'est dans ce sens-là, vu qu'on sent qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits et on sait que dans le hockey, ce sont les équipes dont les dirigeants travaillent le plus, qui connaissent le plus de succès et qui les connaissent rapidement. Il suffit d'avoir des hommes intelligents à la tête d'une équipe pour relever, je pense, de 50 en dedans de 3 ans la qualité d'une équipe. Bleu, blanc, rouge, hier, aujourd'hui et demain. Bleu, blanc, rouge, le Canadien, c'est dans notre sang, dans notre cœur, notre tradition, notre honneur. Le Canadien, c'est tout, c'est une partie de nous. Bonsoir. C'est une belle surprise. Je te présente le président du club de hockey canadien, M. Ronald Corré. Salut, mon François. Bonjour. Regarde, le gérant général, M. Serge Savard. François. Je suppose qu'il t'a dit que le Canadien était là. Et là. Aujourd'hui, ça n'a pas changé. On se prend pour Guy ou pour Larry. On a chacun notre héros, chacun porte son numéro, chacun a son porte-bonheur et toujours de Qu'est-ce que vous faites, vous autres, pour mon équipe, mon Canadien? On fait beaucoup de choses. Mettez une bûche dans le poêle, on va tout vous expliquer ça. Bon, très bien. Bleu, blanc, rouge, hier, aujourd'hui et demain. Bleu, blanc, rouge, le Canadien, c'est dans notre sang, dans notre cœur, notre tradition, notre honneur. Le Canadien, c'est tout, c'est une partie de nous. Bleu, blanc, rouge, le Canadien, c'est une partie de nous. Le Canadien, le Canadien, c'est dans notre sang, dans notre cœur. Est-ce que c'était pas plutôt parce que c'était l'amour du jeu, l'amour de gagner, l'amour de défendre les couleurs du club canadien? Et l'exemple que vous et les joueurs et le club donnaient à la jeunesse ou quelque chose de même? Ouais. Tu l'as tout dit.